Président du Conseil régional de la Guadeloupe, président de la commission développement économique, octroi de mer, innovation et recherche. Une commission qui a déjà du pain sur la planche. Vendredi, dès la première plénière de l'année, c'est justement le dossier des taux d'octroi de mer qui est venu sur la table. Vous l'avez compris, nous recevons ce soir Olivier Servat. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Chingan, bonsoir aux auditeurs d'RCI et je profite pour souhaiter tous mes voeux de bonne santé aux auditeurs de la Guadeloupe. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec moi pour mener cet entretien, Pierre-Édouard Picor du Courrier de Guadeloupe. Bonsoir Pierre-Édouard. Bonsoir Owen, bonsoir M. Servat. Bonsoir Monsieur Picor. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. D'ailleurs, c'était le cas pour vous dès vendredi en séance plénière. Vous avez abrogé les tarifs appliqués à l'octroi de mer. Pourquoi, Olivier Servat, fallait-il obligatoirement une nouvelle tarification? Oui, il faut expliquer les choses. C'est vrai que l'Europe et l'État a souhaité, dans le cadre des règlements européens, revoir régulièrement l'évolution des taux d'octroi de mer. C'est quoi l'octroi de mer? C'est un impôt qui vise à taxer des produits importés pour protéger la production locale. Par exemple, si il y a un producteur local qui produit des tuyaux en PVC, et s'il y a des personnes qui souhaitent importer ces tuyaux en PVC, eh bien, il s'agit, pour protéger ce producteur local, de pouvoir taxer ce produit identique, PVC venant de l'extérieur, à un taux d'imposition permettant à ce produit importé d'être au même prix que le produit local. Sinon, comme on sait que les grands groupes peuvent avoir des coûts de revient moins importants, ils peuvent pouvoir arriver ici avec un prix moins important. Le producteur local ne pourrait pas s'exprimer en tuyau de PVC, ce qui ne créerait pas d'emploi et d'activité économique locale. Eh bien, il fallait revoir les taux au 1er janvier 2016 et je dois constater que la présidente Mandature a traité cette affaire avec quelques légèretés et désinvolture, puisque ce n'est que fin novembre, je dirais en catimini, dans le cadre d'une commission permanente où il n'y a pas eu de consultation en impulsion prenant du CESR, donc, du Comité économique et social régional, des organes culturels, d'aucune institution patronale, ni le MIDEF, ni la CGPME, ni les MPI, moyenne et petite industrie, qui sont quand même au cœur de la production locale. Vous les avez consultés? Et donc nous avons dû effectivement annuler ces taux parce qu'ils menaçaient deux choses. Ils menaçaient l'évolution des prix et ils menaçaient aussi la production locale. Prenons l'exemple des PVC. Eh bien, on a augmenté, on a fait passer les taux d'octroi de mer, ce qu'on a dû annuler, de 10 à 30%, alors qu'il y avait un seul producteur de tuyaux de PVC qui ne produit plus. Donc ça n'avait pas de sens de pouvoir sanctionner la production locale. Pierre-Édouard Picor, allez-y. C'était la production locale qui a été sanctionnée ou l'importation? Alors, donc voilà, vous faites référence à une problématique importante de l'octroi de mer parce qu'il vise finalement à protéger la production locale. Et il faut aussi, et c'est la quadrature du cercle, faire attention à ne pas augmenter les coûts. En l'occurrence là, il n'y avait pas de sens de protéger une production locale de tuyaux en PVC puisqu'elle n'existait pas. Et en l'occurrence, ça renchérissait les coûts de revient, notamment pour le BTP, et ça aurait été gênant pour tout un chacun d'entre nous. Plus largement, j'ai bien compris, vous avez très bien expliqué la problématique entre des taux qui ne pénalisent pas la production locale et qui, alors c'est une première exigence, et l'Europe qui demande à chaque fois un réaménagement de l'octroi de mer, et c'est une taxe qui gêne d'ailleurs le principe même de la concurrence édicté par l'Europe. Et puis, quatrième exigence, c'est ne pas renchérir le coût de la vie. Quelle est la ligne que vous allez adopter? Parce que de toute façon, il vous faudra refaire ces taux d'ici 2-3 mois. Quelle est la ligne adoptée désormais par le Conseil général? Quel est votre principe directeur pour traiter cette question? La concertation. Notre ligne adoptée, c'est la concertation. En fait, au cœur des problématiques économiques, ce sont les acteurs sociaux. C'est le MEDEF, la CGPME, la FTPE, les MPI. C'est eux qui ont rencontré, mais justement, je vous laisse répondre à la question. Mais ça ne donne pas le sentiment d'avoir un peu courbé les chines là, face au patronat local dans ce dossier? Alors, je réponds à une question après l'autre, si vous voulez. La première, effectivement. Donc, la priorité, c'est la concertation. Et donc, il s'agit, parce que ce sont eux qui sont au cœur de l'économie, c'est eux qui finalement produisent et qui importent, il s'agit de les concerter. Et l'enjeu pour nous, et
on est en bonne voie d'y arriver, c'est que l'ensemble de ces intérêts contradictoires, vous avez raison, les intérêts des producteurs locaux, c'est de protéger la production locale, et ceux des importateurs, c'est d'importer à moindre coût pour pouvoir vendre leurs produits. Eh bien, savez-vous qu'il y a en son sein de ces organisations des personnes qui sont à la fois importatrices, des producteurs locaux, et nous ne sommes pas loin de trouver une bonne alchimie. Ça prendra le temps nécessaire, au maximum 3 mois, pour pouvoir permettre à ce que, au final, la production locale soit protégée et qu'il n'y ait pas d'augmentation des coûts de revient des produits. Savez-vous que cette ancienne décision qu'on a dû annuler renchérissait et faisait exploser le bouclier prix issu de 2009, où il s'agissait d'avoir des produits de première nécessité pas trop chers? Eh bien, cette augmentation intempestive, on mettait cela à mal. Évidemment. Alors, moi, j'ai oublié quand même une exigence sur laquelle vous, élus, comme les collectivités locales, ne peuvent, comment dirais-je, renoncer, à laquelle ils ne peuvent pas renoncer, c'est qu'il faut quand même une fiscalité qui puisse nourrir les collectivités. Vous savez très bien que l'octroi de mer, disons, finance la partie fonctionnement des collectivités. Il faudra quand même que la collectivité s'y retrouve. C'est pour ça que je vous ai demandé tout à l'heure quel était le principe. Et puis, vous-même, vous avez souligné que ce sont des intérêts contradictoires. D'ailleurs, il y a des importateurs qui sont eux-mêmes producteurs. Et d'ailleurs, c'est pas totalement innocent, vous le savez fort bien. Comment vous, région, allez-vous trancher? Parce qu'après la concertation, il faudra décider. Absolument. Alors effectivement, l'octroi de mer, c'est 250 millions d'euros et 70% des recettes, 180 millions pour les communes, et c'est un instrument de financement des communes important. Finalement, la taxation, c'est la résultante d'une activité économique. Et il s'agira bien évidemment de faire des simulations. Et rassurez-vous, nous couvrons les chines de quiconque. Il s'agit de développer, et qui regroupe la vôtre, et il s'agit finalement de protéger la production locale et tout en sauvegardant le pouvoir d'achat des Guadeloupéens. Et je peux vous dire qu'avec les services de la douane que nous avons rencontrés, et aussi toutes les institutions auxquelles je faisais référence, il s'agira ensuite, après avoir proposer des taux, de faire des simulations pour s'assurer que le budget des communes ne sera pas remis en cause. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que la nouvelle loi, et ça c'est au niveau national européen, abaisse les taux de taxation de l'octroi de mer en passant de chiffre d'affaires de 550 000 euros à 300 000 euros. Donc naturellement, mécaniquement, pour rassurer les communes, la recette fiscale sera plus importante parce que 100 entreprises supplémentaires seront impactées par l'octroi de mer. Mais rassurez-vous qu'en toute concertation, il s'agira au final de sauvegarder l'intérêt supérieur de la Guadeloupe. Vous l'avez évoqué rapidement, le consommateur final dans tout ça, vous avez parlé de pouvoir d'achat, vous avez le sentiment, Olivier Servat, que faire jouer sur les taux d'octroi de mer, il y a un impact réel sur le prix final au consommateur? Bien sûr. Non, j'ajoute que quand les taux, et ça je peux vous dire que je l'ai vérifié, quand les taux d'octroi de mer augmentent, c'est tout de suite impacté sur le prix. Et quand elles baissent, c'est pas toujours vrai. Alors, c'est intéressant cela. Tout d'abord, est-ce que ça a un impact réel sur l'économie? Je vous prends un exemple. Figurez-vous comment tout ceci est arrivé, comment c'est remonté au conseil régional et au président Chanus, qui aujourd'hui est absent du département parce qu'il défend les intérêts d'avoir le groupe du Premier ministre, M. Valls. Comment c'est arrivé? Eh bien, voilà un importateur de peinture qui, traditionnellement, chaque mois, va dédouaner sa marchandise et qui paye en moyenne 5 000 euros. Eh bien, ce transitaire lui dit, bon ben cette année, ce mois-ci, tu paieras 10 000 euros. Il dit non, c'est sûrement une erreur, je paye 5 000 euros. Et en fait, les taux pour la peinture étaient passés de 10% à 30% sur le prix de la marchandise. Donc c'est un impact réel, et M. Picard l'a dit, effectivement, à la hausse, il y a nécessairement, si l'importateur veut maintenir ses marges, eh bien, il y a nécessairement une répercussion sur le pouvoir d'achat de mois de ceux qui veulent construire leur maison. Et comme ils sont baissés, c'est normal qu'il augmente sa marge. Alors, en fait, je n'ai pas ces chiffres-là. Et effectivement, il faudra se poser la question de savoir, lorsque nous aurons ces différents arbitrages, de voir dans quelle mesure le pouvoir d'achat des ménages sera sauvegardé par rapport à ces mesures. C'est le rôle de la commission ad hoc octroi de mer qui a été créée au sein de l'institution régionale. Elle pourra regarder également sur les prix dans la concertation, comme vous le disiez. Oui, je réponds à cette question, mais tout en signalant qu'il sera aussi nécessaire de concerter avec le grand marché entier, avec les produits de la Martinique, parce que la Martinique et la Guyane, eux, ont très rapidement adopté des taux. Ils ont été beaucoup plus prudents que les taux qu'on a dû annuler parce qu'ils n'avaient pas trop augmenté
taux d'octroi de mer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y avait des produits martiniquais beaucoup plus concurrentiels que les produits guadeloupéens. Je prends l'exemple de l'or, où on a eu des bijoutiers de la place très importants qui ont eu à nous appeler pour nous dire attention, si on ne corrige pas cela très rapidement, ils vont se délocaliser en Martinique. Donc oui, nous sommes dans la concertation et nous sommes tout à fait optimistes. Et d'ailleurs, les organisations syndicales ne sont pas habituées à la concertation, elles sont un peu surprises. Eh bien, ce sera notre méthode, une région stratège, une région qui concerte avant de décider, et on est en mesure de décider. Pour son développement économique, voilà une compétence que vous dirigerez au sein de cette institution régionale. Comment justement s'engage-t-elle en dehors de la concertation? Bien entendu, aujourd'hui, on l'a dit, le temps des élections est passé. Olivier Servat, le temps de l'action désormais vous incombe. Absolument. Concernant cette commission, effectivement, qui est importante, elle parmi beaucoup d'autres importantes, mais celle-ci est importante parce qu'elle a été renforcée par l'octroi de mer, un outil de développement économique par rapport aux exonérations, et par la recherche et développement, qui est finalement le troisième levier de développement économique et de croissance après le développement humain, l'investissement productif, le développement économique et donc le progrès technique. Nous avons, mais bien évidemment, j'ai été désigné président que vendredi et nous ne sommes que lundi. Donc les propositions que je vais formuler après devront être bien évidemment validées par la commission permanente, par le président, par l'Assemblée. Mais en tout cas, il est nécessaire très rapidement de mettre en place un fonds de préfinancement des projets subventionnés. Je m'explique, c'est un peu technique, mais malgré tout. Aujourd'hui, si j'accorde un chef d'entreprise, si la région accorde 50% sur un projet de 100 000 euros, ça veut dire que lui, il doit apporter 20%, il apporte 20 000 euros. Ça veut dire qu'il reste 30 000 euros à financer, souvent par une banque. Eh bien, la difficulté, c'est qu'on lui demande jusqu'à maintenant de dépenser cet argent avant d'obtenir la subvention. Or, parfois, il n'a pas les moyens de ces 50 000 euros à dépenser. On va faire en sorte d'avoir un fonds de préfinancement pour avancer cet argent pour qu'il puisse réaliser son investissement. Ensuite, la banque, quand elle doit financer ce fonds-là, eh bien, alors, il faut savoir que l'Europe, par rapport au plan opérationnel 2014-2020, a un dispositif créé qui permet d'identifier les sommes autour, je n'annonce pas encore de montant, on va valider ça, mais autour d'un montant significatif pour pouvoir préfinancer des projets subventionnés. C'est prévu dans le plan opérationnel européen. Ensuite, donc ce sont des fonds européens. Absolument. Ensuite, qui pourront être abondés par des fonds régionaux. Ensuite, il y a la banque, cette fameuse banque qui est un organisme privé et qui doit gagner de l'argent, ça on le comprend, qui dit bon, je dois apporter 30, mais enfin, je ne suis pas sûr que le projet arrivera à terme, etc. Nous, on va mettre en place, exactement, M. Picor, un fonds de garantie pour dire à la banque, nous garantissons la bonne fin de l'opération, nous avons confiance en ce projet-là, vous pouvez financer, vous pouvez avancer les fonds. Ça va permettre un peu de libérer les énergies et libérer la rapidité d'exécution des projets. Il y a aussi un signal que je proposerai à la commission et au président Chalus, ce sont les entreprises en difficulté. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises guadeloupéennes sont en difficulté. Une entreprise en difficulté, ça n'est pas une entreprise qui doit être forcément liquidée. C'est une entreprise qui doit mettre en place des mesures de gestion, des plans de sauvegarde, pourquoi pas, pour étaler, je dirais, ses dettes sur jusqu'à 10 ans. Et puisque nous sommes entre nous, M. Picor et M. Chegan, en fait, ce serait associer l'État d'office au financement de cette entreprise. Pourquoi? Parce que si je mets en place un plan de sauvegarde sur 10 ans et que j'obtiens un étalement de la TVA sur 10 ans, j'obtiens un étalement de l'impôt sur les sociétés sur 10 ans, j'obtiens un étalement des charges sociales, y compris salariales, sur 10 ans, que j'obtiens une remise des majorations. Ça marche beaucoup pour les grands groupes, mais vous voulez l'ouvrir à tout type d'entreprises, TPE, PME. Ce dispositif est ouvert à l'ensemble des structures qui existent et chacun peut mettre en place un plan de sauvegarde. Et donc, je finis mon raisonnement juste 30 secondes, ça permettra de pouvoir dire, et c'est possible par les dispositions européennes, ce n'était pas possible depuis jusqu'à il y a 2 ans. Depuis 2 ans, c'est possible et l'Europe l'accepte et la France aussi l'accepte, qu'on puisse aider les entreprises en difficulté. Et j'étais très content au vœu de la FDPE vendredi d'avoir rencontré l'État, la représentante de l'État qui défend les entreprises en difficulté, qui est en totale phase avec moi sur cet aspect-là. Il s'agit de donner un signal fort en disant, vous êtes en difficulté, prenez des mesures de gestion, la région peut vous accompagner et l'État naturellement vous accompagnera. Alors, sur ce dernier point, moi je suis plus convaincu par le pot que vous avez constitué que par les plans de sauvegarde, parce que depuis que je suis journaliste, j'en ai eu plein systématiquement et qui sont reportés et qui ne fonctionnent pas parce que finalement, alors moi j'ai connu l'allègement de la TVA, vous savez que le taux de TVA actuel, c'est une politique du milieu économique
également alléger de 2 points ce taux de TVA. L'étalement des dettes fiscales et sociales, c'est la même chose. Ça ne change pas grand-chose. Alors en fait, M. Picor, c'est que ça a été fait avec peu d'audace. En fait, le plan de sauvegarde dont je vous parle, ça fait partie des lois issues de 84 et qui permettent à une entreprise qui est en situation de difficulté d'étaler sur 10 ans, non pas à négocier des bouts de moratoire sur 6 mois ou 8 mois, non pas à négocier des remises de majoration pour la moitié, non, c'est un outil puissant, légal, qui permet... C'était pas 10 ans, c'était pas aussi long, mais il y avait déjà des étalements de 5-6 ans. Non, jamais 5-6 ans, c'était au maximum 3 ans, 36 mois, c'était compliqué, on ne prend pas en cause la part salariale, vous savez, je suis expert comptable. Déjà, les entreprises ne se signalaient même pas. Voilà la difficulté. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une forme de honte, une forme de gêne, une forme de complexe psychologique que l'on comprend en tant que professionnel. Je le vis tous les jours avec mes clients. À chaque fois, moi je peux vous le dire, M. Picor, à chaque fois que j'ai eu à mettre en place un plan de sauvegarde pour les entreprises ou même un plan de redressement, eh bien ça fonctionne. Pourquoi? Ça permet à l'entreprise de se remettre en cause, de mettre en place des mesures de gestion saines, de pouvoir assainir ses charges et ça lui soulage la trésorerie parce que lorsqu'on étale ses dettes sur 10 ans, il n'y a plus, je dirais, d'huissiers qui viennent vous stresser, etc. Et ça se passe très bien. Et si l'État et la région y participent, ça fonctionnera bien. Mais il ne s'agit pas d'aider que des entreprises en difficulté, mais là aussi toutes les entreprises, y compris sur la plateforme. L'entreprise fait partie également du développement économique. Nécessairement. Et donc, là aussi, je faisais référence à ces 20% que le chef d'entreprise doit apporter. Et souvent ici en Guadeloupe, le chef d'entreprise manque de fonds propres. Eh bien, il y a là aussi des dispositifs européens qui permettent de renforcer les fonds propres par des créations de fonds qui vont abonder les fonds propres de ces entreprises. Et on le fera aussi pour renforcer les fonds propres et pour permettre à l'entrepreneur d'apporter sa part d'investissement. Alors, Olivier Servat, vous nous avez donné deux exemples très pratiques. Je voudrais vous demander quelle est les limites entre les différentes commissions, parce qu'il y a une commission, c'est la voie de développement économique et emploi de mer, mais il y a aussi une commission agriculture, pêche, développement rural, on est toujours dans l'économie. Il y a une commission finance, ça touche encore à l'économie. Quelle est effectivement votre... est-ce que c'est vous, votre commission, qui déterminez les objectifs, le principe? Est-ce que vous avez des priorités par secteur? Comment ça fonctionne? Quel est le vrai rôle de votre commission? Et comment vous le partagez avec les autres? Vous savez, les 16 commissions sont sous la houlette du président Chalus. C'est lui qui donne l'impulsion, c'est lui qui donne la mesure avec la commission permanente et l'assemblée délibérante. Et il s'agira de travailler en bonne énergie, en bonne synergie, en bonne compréhension et en bonne complémentarité avec l'ensemble des commissions. Je vous rappelle que nous avons été désignés président de commission vendredi et que je ne suis que lundi. Donc les propositions faites... Vous n'avez pas réfléchi encore à ce... Les réflexions concernent ma commission, en tout cas comment je la vois, mais il faut que ce soit validé, bien évidemment, par l'exécutif. J'aimerais rajouter une autre idée que je vais soumettre à l'exécutif régional, c'est le monde associatif. Savez-vous que c'est un monde extrêmement dynamique? Il y a aujourd'hui une chambre de l'économie, enfin 2 chambres de l'économie sociale et solidaire, il faudra identifier tout cela, mais je crois que le monde associatif est extrêmement dynamique et il peut créer de l'activité économique et des emplois. Et à chaque fois que ce sera possible, et à chaque fois que les associations auront une activité économique et pourront créer de l'emploi, nous les aiderons, surtout que depuis 2 ans, les dispositifs européens permettent d'accompagner les associations qui sont dans le secteur économique. Très bien. Olivier Servat, il y a d'autres dossiers qu'on a envie d'évoquer avec vous, des dossiers d'actualité qui ne concernent pas forcément que le développement économique. Allez-y, Pierre Loret. Justement, alors, quelles sont les priorités au plan économique de votre politique, de la politique de la nouvelle majorité? Libérer les énergies entrepreneuriales guadeloupéennes et le temps administratif, le rapprocher du temps de l'entrepreneur. Aujourd'hui, il faut des réponses rapides. Je m'attacherai à ce que lorsque le dossier soit déposé... Dans la méthode, est-ce que vous avez des secteurs que vous allez prioriser? Par exemple, je ne sais pas, l'agriculture, le tourisme. Est-ce que vous avez une idée des priorités et des secteurs prioritaires? La priorité, c'est la Guadeloupe. À chaque fois qu'il y aura un projet innovant, on n'a pas parlé de recherche et développement, et là aussi... C'est un sujet d'ailleurs que Manuel Metz devait aborder avec Alain Chalus. À chaque fois qu'il y aura un projet qui crée de l'activité en Guadeloupe, qui crée un emploi, qui crée du mouvement, eh bien, on va l'accompagner, on va l'aider. On n'a pas de priorité particulière. Bien évidemment,
On sait que le tourisme, c'est l'industrie première de la Guadeloupe devant l'agriculture et devant la canne et la banane réunie. On sait que les différents pans du BTP méritent un traitement particulier, mais nous n'avons pas d'exclusif. Chaque Guadeloupéen, dans son secteur, dès qu'il sera innovant et qu'il pourra montrer qu'il a une volonté de se faire accompagner, on le fera. Justement, vous en parliez, l'innovation, la recherche, des choses importantes avec ce label demandé par Harry Chalus à Manuel Valls aujourd'hui. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est-à-dire que le président Chalus a voulu rencontrer le Premier ministre pour, tout d'abord, au niveau de sa nouvelle mandature, montrer sa volonté et son dynamisme. Et je sais que Manuel Valls connaissait déjà ce dynamisme-là, et il a formulé des demandes multiples, d'ailleurs, dans le domaine de la sécurité, mais aussi dans le domaine de la reconnaissance sur un petit caillou, plusieurs petits cailloux tels que l'archipel guadeloupéen, 410 000 habitants. L'un des leviers de la croissance économique, c'est le progrès technique. C'est Schumpeter qui disait qu'il y a ce fameux description créatrice, l'issue du progrès technique. Eh bien, il a fait à Bemao, le président Chalus, en créant Audacia, cette pépinière d'entreprise, parce que lorsque l'on fait de la recherche et développement, lorsqu'on innove, on n'a pas besoin d'avoir de grandes métropoles, on peut exporter son savoir. Et il s'agira partout de créer ces zones d'intelligence, parce que le peuple guadeloupéen est un peuple de plus en plus formé, avec une université de plus en plus pragmatique. Et je le rappelle, le signal de mettre dans développement économique, recherche et innovation, c'est de dire quoi aux universitaires? Qu'on vous fait confiance. On sait que vous êtes des chercheurs, on sait maintenant que vous pouvez développer des projets avec une recherche appliquée, applicable et opérationnelle rapidement dans des entreprises pour créer des secteurs innovants et créer des activités innovantes. Olivier Servat, un dossier sur lequel la population attend beaucoup, et pas que de vous, de l'ensemble des élus guadeloupéens, c'est le dossier de l'eau, bien évidemment. On est en plein dans l'actualité. Croyez-vous que l'arrêté portant création du syndicat Eau de Guadeloupe sera pris avant la fin de cette semaine? Alors moi, vous savez, nous sommes tous d'accord sur un principe, il faut qu'il y ait de l'eau dans les robinets. Et d'après ce que je comprends, ce n'est pas du tout la compétence de ma commission, mais enfin, d'après ce que moi je comprends, c'est qu'il y a d'un côté le Sud-Bastère qui est réticent parce que le Sud-Bastère, en discutant avec la présidente Chevry, elle explique que le Sud-Bastère détient la production, la ressource. Elle a des usines et que c'est de là que l'eau part, capacité en plus habitants. Et de l'autre côté, on a ceux qui consomment le plus d'eau, les consommateurs sur la grande terre, et qui se disent oui, mais nous consommons. Alors que les deux sont d'accord à ce qu'il faut à un moment donné régler la problématique de l'eau. Et puis, il y a cette difficulté apparemment de l'opérateur général des eaux, où le Sud-Bastère considère que cet opérateur aurait été présent depuis trop longtemps et qu'au final on a des tuyaux, des canalisations qui fuient, des tuyaux amiantés et que le travail n'aurait pas été fait. Éclore déconné. Moi j'entends tous les discours et j'essaie de comprendre quelle est la solution qui pourrait découler de tout cela. Je sais que le président Chalus a pris ce dossier à bras le corps et qu'on avance à petits pas, discrètement mais sereinement. Oui, donc sans donner d'échéancier, en tout cas de votre part, vous n'êtes pas dans les petits secrets pour le moment. Je ne suis pas en mesure de parler à la place des acteurs principaux de ce domaine aujourd'hui. Alors il y a effectivement la réticence, peut-être temporaire, j'en sais rien, de Mme Chevry. Il y a aussi des usagers qui disent bon, les politiques ont toujours été au fait de cette histoire, ils ont lamentablement échoué, on ne peut plus les laisser tout seuls. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je considère qu'il est important d'avoir dans cette instance, par le moment personnel, il est important d'avoir des représentants d'usagers. Je connais très bien M. Germain Parent. Ce serait difficile de dire que pour le développement économique, il faut de la concertation, et pour ces questions-là, pas du tout. Ça n'aurait pas de sens, mais ça n'aurait pas de sens. Il faut l'inscrire dans le marbre, ça, dans les statuts même, de ce syndicat. Ah non, mais il demande, M. Parent, à être un administrateur, enfin, lui ou un représentant d'usagers, à être un administrateur. Donc, dans la gouvernance, je ne sais pas un mot que j'aime beaucoup, mais c'est un petit peu cela, parce que les associations d'usagers ont déjà la possibilité d'être dans notre commission où on passe les marchés. De toute façon, c'est tout à fait normal, à mon avis, que les représentants d'usagers soient représentés d'une façon ou d'une autre. Et pour ma part, personnellement, je connais très bien M. Parent. J'ai eu à me faire intervenir dans mon association pour nous expliquer, nous éclairer sur les problématiques de l'eau. Il a fait un CD très bien fait. C'est quelqu'un de toute bonne foi et qui, on ne peut pas douter qu'il veuille défendre les intérêts des usagers. Il faudrait que d'une
façon ou d'une autre, qu'ils soient intéressés, impliqués, associés à cette démarche. Alors ça dépend de qui? Des agglomérations, des communautés d'agglo, ça m'a échappé un moment, des communautés d'agglo ou seulement du préfet? Est-ce que vous pouvez dire au préfet, nous sommes d'accord pour que l'association d'usagers soit dans le conseil d'administration? La politique de la Guadeloupe est faite par les élus locaux guadeloupéens, n'est-ce pas? Donc si les élus locaux guadeloupéens disent qu'il est important que les représentants d'usagers soient là, ils y seront. Ouais, et il faut pour cela sauver le soldat Bernier qui a sollicité le préfet justement pour faire accélérer le processus. Bon, alors la question que Ça vous aussi, posez, non, elle dérange, mais c'est peut-être aussi le défrein. vous savez, lorsqu'on parle des problématiques de l'eau, on ne peut pas s'embarrasser avec des problèmes de personnes. Très franchement, ce sont des éléments sérieux. Vous l'avez dit, ça fait plus de 50 ans. Tout le monde se bat pour avoir la gouvernance. Certains se sont même déclarés. Ces questions ne m'intéressent pas personnellement, monsieur Chénion. Très franchement, nous avons une problématique importante depuis 50 ans qui a été maltraitée. On ne peut pas personnifier ces problématiques, ce serait irresponsable. Nous sommes une région stratège, on veut changer de méthode et il s'agit de mettre en place les outils pour régler les problèmes d'eau des Guadeloupéens. Et pour ma part, si vous voulez que je donne mon avis, je trouve que les acteurs actuels de l'eau, courageusement, font de leur mieux. Il s'agit que tous ensemble, nous puissions travailler. C'est dit de façon succincte. Merci Olivier Servat sur ce dossier-là précisément. On n'en a pas terminé. Il nous reste encore un petit peu de temps. Vous le disiez dans l'actualité, le président Chalus a rencontré le Premier ministre Manuel Valls aujourd'hui. On n'a pas tous les retours de ce qui a pu être dit entre les deux hommes, mais sur la problématique de l'eau, la priorité quand même qui a été évoquée sans doute à travers ce rendez-vous, c'est les canalisations et le réseau. 1 milliard. Oui, c'est ça, l'engagement de l'État. Donc il faut un engagement de 1 l'État. milliard d'euros, c'est un paquet d'argent. Le prix de 50 ans d'incurie. Mais vous qui connaissez... C'est le prix de... C'est le prix de 50 ans d'incurie. Absolument, et c'est le prix aujourd'hui de 20 ans de financement européen qui ont été aujourd'hui consacrés pour l'eau. C'est-à-dire que le compte n'y est pas. Et vous qui connaissez les banques, seront-elles prêtes, selon vous, à suivre plusieurs interlocuteurs ou un syndicat unique de l'eau en Guadeloupe pour la réfection de ces réseaux? Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Il est nécessaire d'être unis sur ce dossier, que tous les acteurs parlent d'une même voix une fois qu'on aura réglé les petits problèmes d'intendance. D'intendance, vous appelez ça? Oui, d'intendance, de gouvernance, qui doivent être secondaires. Très bien. Un mot sur l'actualité, vous l'avez suivi comme nous, Lucette Michaud-Chevry, mise en examen, qu'est-ce que cela vous inspire? L'élu, en tout cas, que vous êtes? Eh bien, écoutez, je n'avais pas l'information. C'est à quel sujet? Il suffit d'écouter les médias pour ça. Aujourd'hui, j'étais toute la journée justement à travailler au sein de la région. C'est une façon de dire que je ne réponds pas à la question. Merci à vous, Olivier Servat, d'avoir répondu à ce lundi politique. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, Pierre-Édouard Picard avec, comme invité, Lucette Michaud-Chevry. Très bien. Bonne soirée, je vous laisse l'antenne. Merci, bonne soirée. Merci encore à vous.